Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Antoine Ménard dans mon fauteuil IMO. Antoine est un entrepreneur dans l'âme de formation juridique en droit du travail. Il s'est lancé dans l'immobilier avec la création et reprise d'agences immobilières. Après une expérience de 10 ans en ressources humaines dans un grand groupe industriel. Confronté à des problématiques de recrutement permanent au sein de ces agences, il a décidé de créer avec Recrutimo tout un écosystème autour du recrutement dans l'immobilier. Bonjour Antoine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans mon fauteuil IMO. Bonjour Alexandra. C'est la tradition dans cette émission, je vais te demander de te présenter, de raconter ton parcours en 1 minute top chrono. C'est pas facile, tu viens de tout dire. Alors très rapidement, donc tu l'as dit, j'ai une formation plutôt juridique au départ, 10 ans en ressources humaines suite à mes études de droit du travail. Et en 2008, ne me demande pas pourquoi, je décide de reprendre une agence immobilière avec mon ami d'enfance Thomas. Et au moment où on rachète l'agence, c'est donc novembre 2008. Donc c'est le pire, c'est le pire moment puisque Lehman Brothers a fait faillite quelques mois avant. Et donc on se dit qu'on a tout perdu. Mais en réalité, finalement, ça marche très bien. Donc ça marche bien. Première agence, deuxième agence en 2010, troisième agence en 2012. Et là, on se heurte à un problème que tous les agents immobiliers connaissent, c'est le problème du recrutement. Et alors justement, en quoi consiste ton nouveau quotidien de patron d'agence ? Comment tu structures tes premières agences ? Ma première agence, déjà pour commencer, c'est simple. Moi, je rentre dans un réseau qui s'appelle La Forêt. La Forêt, quand on commence chez eux, nous forme. Donc on a 2 mois de formation. On me dit, pour réussir dans l'immobilier, voilà la méthode. Donc moi, comme je suis un bon élève, j'applique la méthode. Donc j'organise mon agence de manière simple. Je produis. J'ai 3 collaborateurs qui doivent se mettre dans les méthodes et les process La Forêt, mais qui sont des process immobiliers. Une assistante commerciale, une responsable gestion. Et puis c'est parti. D'accord. Et justement, quelles ont été tes premières embûches dans ce métier ? Les premières embûches, la première embûche, c'est un blocage d'un de mes collaborateurs, mes nouveaux collaborateurs, qui en fait est là depuis très longtemps, qui a des résultats, mais qui est anti-méthode. Et moi, le problème, c'est qu'il s'oppose à tout ce que je mets en place. Donc, la première décision qu'il a fallu que je prenne dans les 2 mois de mon arrivée, c'est de me séparer de la personne sur laquelle je misais pour être le pilier de l'agence. D'accord, donc tu réorganises, tu staffes à nouveau. Oui, c'est ça. Je restaff parce qu'il faut recruter à nouveau. Donc et puis je produis beaucoup. À ce moment-là, je dois produire énormément parce que le marché est quand même très difficile. Et donc, et j'ai pas de légitimité en plus. Donc, il faut que je prouve que je sais faire. D'accord. Et justement, tu parles de recrutement. C'est là que commencent à apparaître justement des problèmes, des problématiques en recrutement. Comment tu fais pour recruter à ce moment-là ? Alors, tant qu'on a une agence, même 2, j'ai envie de te dire, on est 2 associés, ça passe parce que les problèmes de recrutement, on les compense par notre production. C'est moins problématique. À partir du moment où on a 3 agences, là commence à se poser la question, parce qu'on prend de la hauteur dans le management, donc on n'est plus sur le terrain, donc on produit moins. Et là, chaque fois qu'une personne nous quitte ou qu'on décide de la faire partir, c'est du chiffre d'affaires en moins. Et à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose en réalité. On a Pôle emploi, on a les sites internet de recherche d'emploi classiques de l'époque. Tout domaine confondu. Tout domaine confondu, c'est que des généralistes. On met du papier dans les boîtes aux lettres, on met des papiers en vitrine, on utilise tous les outils, mais malgré ça, on a 2-3 CV par mois maximum à exploiter. Il n'y a pas de quantité. Et alors, sur ces 2-3 CV, il y a de la qualité quand même. Comment tu fais justement ? Au final, on finit toujours par recruter, mais c'est quand même un recrutement par défaut. Donc, alors, on a recruté des gens très bien, puis beaucoup d'échecs. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que le sujet en plus pour nous, c'est que comme nous-mêmes, on est issus de la reconversion professionnelle, on n'est pas du tout arrêté sur le profil. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans l'immobilier, des résultats canons, qui fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Nous, on veut des personnalités. Et en fait, avec si peu de candidatures, on n'a même pas le choix de la personnalité. Donc, c'est quand même très difficile. Et donc, l'impact que ça génère, c'est qu'en fait, on subit notre management, on subit nos équipes. C'est-à-dire qu'on est tellement effrayé à l'idée que les gens s'en aillent que finalement, tous les process qu'on met en place, petit à petit, on les démonte les uns après les autres. C'est là que te vient une idée, je crois, Recrutimo, de monter ton outil, un outil digital. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors l'idée, c'est pas de créer Recrutimo au sens où ça existe aujourd'hui. L'idée, c'est de créer notre outil, comme tu le dis. On cherche en fait un outil qui nous permet d'acquérir du candidat en volume. La qualité viendra après, de manière à ce qu'on puisse rencontrer du monde régulièrement et donc anticiper nos besoins de recrutement. Donc, on développe notre petit outil localement, je veux dire dans le garage, mais quasiment dans la cave d'une de nos agences.
mais sans ambition particulière au-delà du recrutement de nos propres agences. Comme ça marche pour nous, on en parle à nos copains de la forêt, qui utilisent également, aux copains de la forêt dans notre secteur local, qui utilisent également l'outil, avec qui ça fonctionne très bien également. Et là, le développeur qui nous a fait notre petit site local me dit attends Antoine, vas-y, lance-le en grand, quoi. Il y a un marché, lance-le en grand. Lui, il cherche à développer son chiffre, tout bêtement. Donc, je traîne un peu, mais finalement, avec Thomas, on prend la décision de le faire. D'accord. Donc là, tu commences à créer finalement un outil digital qui ne va plus s'adresser que à toi et qu'à tes confrères, qui sont tes premiers testeurs. D'accord. Et comment tu te lances dans le monde de la start-up? Parce qu'il faut s'entourer. Comment tu t'entoures? Comment tu te fais accompagner? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment qui, en plus, est à cheval après avec le Covid, je crois? Oui, alors en fait, le lancement, tout ça c'est 2016. En gros, on commence en 2015 avec un lancement en 2016. L'objectif, c'est pas de développer une start-up. L'objectif, c'est de se dire, on va développer une société supplémentaire. Comme on aurait racheté une agence supplémentaire, on développe une société supplémentaire. On n'a aucune ambition particulière en chiffre d'affaires. On ne sait pas. Vraiment, on le lance comme parce que c'est un projet, c'est du développement et qu'on aime bien ça. Donc, on s'entoure de quoi? De personnes, en fait. On s'entoure à ce stade du développeur qui nous développe un vrai site internet. Et dans le cadre de mes recrutements pour les agences, via Recrutimo, nouvelle version, première version, je reçois un candidat qui s'appelle Thibaut. Et Thibaut, je fais l'entretien avec lui pour les agences. D'accord. Et puis, au cours de notre discussion, je me dis, mais tiens, lui, c'est marrant, je le sentirais bien pour lancer commercialement Recrutimo. Et au bout d'un moment, dans l'entretien, je lui dis, mais Thibaut, Recrutimo, vous en pensez quoi? Puisque vous venez de là, c'était un des premiers candidats. Hein. Elle me dit, c'est super, voilà, c'est canon, j'ai été contacté plein de fois, vraiment, c'est un outil hyper efficace. Et donc, je lui propose de travailler dans Recrutimo. Elle me dit, carrément. Et en fait, on est parti comme ça, avec Thibaut, dans la cave d'une des agences, qui doit développer le portefeuille client de Recrutimo. Et en fait, Thibaut fait un carton. Donc là, ça se lance. Donc, ça se lance, et ça se lance commercialement. Donc, quand tu me demandes quelles sont les ressources que je me tourne de moi, à ce stade, l'opportunité que tu tires avec la rencontre avec Thibaut. D'accord. Je crois qu'aussi, à ce moment-là, tu te fais accompagner, notamment de la BPI. Alors, ça vient bien après. Bien après. Ouais, c'est bien après. En fait, au départ, donc vraiment, on développe le Recrutimo avec nos fonds propres. Et pas grand-chose, puisqu'on a un recrutement. Très vite, il se rémunère avec les contrats qu'on signe. Donc, on avance comme ça. Sauf que Thibaut et nous, on commence à dire, tiens, il y a vraiment un marché. Et en 2017, je crois que c'est en 2017, on a une stagiaire qui vient pour faire de la com et qui me dit, pourquoi vous ne faites pas une levée de fonds? Alors moi, le monde de la start-up à l'époque, franchement, j'en suis à des kilomètres. Tu connais rien. Je dis, mais de quoi tu me parles? Il me dit, mais si, parce qu'il faut développer, donc il faut prendre de l'argent, le dépenser, et tu vas voir, ça va exploser, quoi. Je dis, bon, oui, pourquoi pas? Elle me dit, ça tombe bien, parce que mon père connaît très bien un de ses amis qui accompagne ces sociétés. Donc, je rencontre cette personne de manière complètement, on va dire, prospective, pour discuter. On s'entend extrêmement bien, il arrive à m'expliquer le schéma, etc. Et donc, on lance effectivement une levée de fonds. Vraiment, comme je ne connais pas grand-chose, en fait, cette personne me dit, mais Antoine, vous allez voir, globalement, la levée de fonds, en première levée de fonds, vous allez la faire autour de chez vous. Alors, on me dit, oui, vous avez des gens autour de vous, vous allez voir, dans ils vont investir personnel. dans mon entourage personnel, ils vont investir dans votre société. Ah bon. Alors, j'y crois pas énormément, mais je fais donc mon pitch, ma présentation, je commence à pitcher, comme on dit dans les startups. Hein. Donc, je me présente, j'explique le projet, etc. Et effectivement, on arrive à faire une vraie jolie levée de fonds, parce qu'on lève 600 000 € en 2018. Ah oui. Oui. Et alors, cette levée de fonds, parce que c'est tout nouveau pour toi, ouais. Comment tu la vis? Alors, moi, je la vis d'abord comme un agent immobilier. C'est-à-dire que j'ai un apport de cash très fort, mais je regarde beaucoup ma trésorerie, donc j'y touche pas. Alors oui, je recrute un peu. Tu n'investis pas? Pas beaucoup au début. Tu as de l'argent sur ton compte, tu je fais n'investis très attention pas. à ce que ça bouge pas, en fait. En gros, j'ai mon petit pactole... En bon père de famille, non, faut pas que ça bouge. Donc, je recrute évidemment des commerciaux pour accélérer le développement commercial. Et puis, petit à petit, en fait, mes investisseurs m'ont dit, attends, si on t'a donné de l'argent, c'est pour le dépenser. Donc, il faut aller dépenser cet argent. Donc, la première chose, une des choses qu'on fait, c'est prendre un cabinet de communication pour développer notre notoriété. Et puis, la seule chose pour laquelle je dépensais de l'argent initialement, c'était de refaire un vrai site internet. C'est-à-dire le premier site
qu'on avait fait quand même un peu à l'arrache, on n'avait pas dépensé beaucoup d'argent. Alors on dit, il faut faire un vrai beau site internet conforme à nos ambitions. Et donc là, je me dis, comme je manque un peu d'humilité à ce moment-là, je me dis, je vais le faire moi-même. C'est-à-dire, en gros, je vais prendre une société extérieure, et puis je vais te former, je vais me former, puis je vais manager ça, quoi. Oui. Et en fait, je fais que des conneries. Je fais que des conneries. Et tu t'en rends compte? Alors, je m'en rends compte un peu tard, quoi. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est lancé avec une société, qu'on a investi, il faut aller au bout du projet, sauf qu'en fait, on prend que des mauvaises décisions. On prend la mauvaise société, on choisit les mauvaises technologies. Moi, en interne, j'ai personne, donc je ne peux pas contrôler. Ce qui fait qu'au bout d'un an où le projet sort, en fait, il est déjà prêt à mettre à la poubelle. Donc, tu mets à la poubelle ton site? Pas encore, parce qu'il faut bien qu'on le garde. Il faut que ça tourne. Donc, je commence à me poser des questions. Parce qu'en fait, le site n'est pas du tout évolutif. Alors oui, c'est un joli site, c'est beau. Ça correspond aux besoins primaires qu'on a évoqués. Mais en fait, il n'y a aucune évolution possible. Et en fait, comme on est une start-up et qu'on évolue, puis on est digital, puis on apprend tous les jours. C'est-à-dire que, donc, en fait, on est en perpétuelle évolution. Sauf qu'en fait, on ne peut pas faire évoluer le site en conséquence. Donc, en fait, on est bloqué. Donc, au bout d'un an, là encore, je commence à me poser des questions. Et on se dit qu'effectivement, ce site, il faut vraiment le mettre à la poubelle. En revanche, je me dis que je ne vais pas refaire les mêmes bêtises. C'est que si je le mets à la poubelle, il faut que j'en relance un. Et pour le relancer, il faut que je me fasse accompagner cette fois. Et c'est là où, effectivement, la BPI entre en jeu. Parce qu'en fait, on va rencontrer la BPI. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de redépenser autant d'argent, parce que la levée de fonds, elle ne sert pas non plus à tout dilapider. Donc, on va voir la BPI pour lancer un nouveau projet technologique et digital, avec donc tout un nouveau cahier des charges très précis et très bien ficelé, bien accompagné, avec les bons conseils, les bonnes technologies, etc. Et là, il t'aide à lancer ce cahier des charges? Non, le cahier des charges, on le fait avant, parce que je rencontre une personne qui est absolument remarquable, qui s'appelle Mathieu, qui au départ, quelqu'un qu'on met en relation pour me conseiller sur le sujet, quand je suis un peu perdu avec cette histoire de site. C'est du conseil, mais du conseil amical. Et en fait, il s'avère que lui, lui-même, a une société. Il ne vient pas du tout dans un mode commercial au départ, mais en fait, en discutant, je me rends compte qu'il peut peut-être m'aider à développer un nouveau site. Donc, il m'accompagne, on crée un cahier des charges. D'ailleurs, c'est même lui, je crois, à l'époque, qui m'oriente plus ou moins vers la BPI. Et en fait, la BPI décide de me suivre pour développer un nouveau site, mais également recruter un CTO, donc un responsable technique. Que tu n'avais toujours pas. Que je n'avais toujours pas, parce que vraiment, je suis plus malin que les autres. Hein. Oui. Voilà. Et un responsable marketing digital, que je n'avais pas non plus, parce que je passais par une société extérieure. Donc, je décide d'internaliser un certain nombre de ressources. Et ça, c'est en 2019. Ouais, c'est ça, c'est 2019. C'est fin 2019. Juste avant le Covid. Donc, juste avant le Covid. Donc, on a l'accord de la BPI. J'embauche mon CTO, j'embauche mon responsable marketing digital. Donc, je les embauche le 15 février. Hein. D'accord. Donc, ils doivent rentrer entre le 1er mars et le 31 mars. Ça tombe à pic. Et donc, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a décidé de continuer les embauches. Donc, ils arrivent dans la société alors qu'on ne peut pas les travailler, etc. Et en fait, c'est une vraie chance parce que comme on est en train de lancer un nouveau site, ces 2 mois et demi de Covid, en fait, on est à 100% sur le développement du site. Tu en tires vraiment une opportunité. C'est une vraie opportunité. On gagne du temps, en fait. On gagne du temps. D'accord. Là, tu sors du Covid. Cet outil, on va dire, est à la pointe. C'est-à-dire, aujourd'hui, à la sortie du Covid, c'est un outil digital. Alors, la deuxième sortie du Covid. Deuxième fin sortie 2020, du Covid. Ouais. Là, ça fonctionne. Tu as d'autres partenaires qui commencent à entrer en jeu. D'accord. Et donc, tu es en train de lancer un véritable écosystème autour du recrutement. Alors, je dirais même autour de l'emploi, en réalité. Autour de l'emploi, c'est important parce que, effectivement, donc on lance ce site qui est superbe, qui évolue, qui est mobile, qui est très souple. J'ai des ressources en interne, c'est super. Donc, ce qu'on se dit à ce moment-là, on se constate que nos clients, ils ont un très bel outil, mais en fait, ils ont du mal à l'utiliser. Ils ont du mal à l'utiliser tout simplement parce que ce n'est pas des professionnels du recrutement. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre des ressources en interne pour les accompagner. Donc, on essaye de développer la partie conseil. D'accord. Donc, ça fonctionne, ça accompagne, mais en fait, en réalité, ils ont vraiment... Enfin, ce n'est pas leur métier principal. Donc, on peut leur apporter tout le conseil que l'on peut. Ils sont pris par leur quotidien. Il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils gèrent leurs équipes, il faut qu'ils fassent leur compta, leurs finances, leurs travaux, qu'ils gèrent, ils gèrent tout. Et en fait, le recrutement, c'est très difficile. Et donc, on se rend compte que finalement, même avec du conseil, c'est dur. Mais on rend compte aussi qu'il y a beaucoup de carences. Il y a beaucoup de carences à plein de niveaux. Donc, il y a des carences au niveau de la formation, au niveau de l'intégration. Sur le recrutement, donc on a beau leur donner un outil qui peut être performant, ça ne marche pas toujours. Donc, on réfléchit à l'idée de comment on fait pour faire évoluer Recrutimo
au sens général. Au sens général. Au sens Et là, te viennent de nouvelles idées. Oui, enfin, pas moi tout seul, mais jusqu'à notre La équipe. société, Ouais. parce que maintenant, c'est Ouais. toute une équipe. Ouais. Notamment, je crois que tu es sur, tu travailles sur une certification. Alors, en fait, à ce moment-là, on se dit, OK, il faut qu'on aille plus loin. Alors, on commence à être à 2022, 2023. Hein, donc, tout ça, ça se fait dans un long périple. Et là, on se dit, OK, la formation, moi, ça m'a toujours intéressé. Je trouve que c'est fondamental, et notamment dans l'immobilier, puisque moi, je suis un pur produit de la reconversion et on m'a bien formé et j'ai réussi. Donc, pour moi, la Tu base. as réussi parce que tu as appliqué. Ah, parce que j'ai appliqué. Bien sûr. Évidemment. Il faut appliquer. Évidemment. Tout le monde, Mais si on n'est déjà pas formé, on risque pas de l'appliquer. On est d'accord. Donc la formation pour nous est importante. On se rend compte que l'intégration, il y a un tiers des candidats qui sont recrutés qui quittent l'entreprise dans les premiers mois. Donc ce qui est dingo, c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent, de l'énergie pour recruter, et puis une fois qu'on a les gens, on les laisse partir. Donc ils s'en vont. Donc on se dit, OK, il y a du travail vraiment sur la partie intégration, formation. Donc on développe notre organisme de formation. Donc on prend une certification Calliope. D'accord. Donc on développe effectivement cette partie-là. On accompagne des sociétés là-dedans. On développe la partie cabinet de recrutement, puisque le cabinet de recrutement, ça permet d'accompagner des personnes qui n'ont pas envie ou ne savent pas ou ne peuvent pas recruter. Donc évidemment, ça leur coûte un peu plus cher, mais au moins, ils ont un recrutement clé en main, y compris l'intégration. On développe la partie conseil, management RH. Donc là, on accompagne des sociétés dans leur organisation au quotidien, dans bien sûr le recrutement, dans l'intégration. C'est du coaching. C'est du coaching, mais autour du management et des RH. Alors, en fait, en agence immobilière, tu le sais, c'est que entre on va dire, l'exploitation de l'agence et le management RH, franchement, il n'y a pas de frontière quasiment. On est au quotidien dans ce schéma-là. Si je manage bien mes équipes, ça produit bien et je me développe. Donc, en fait, ce coaching, il part du management RH et puis il finit sur la partie exploitation. Ça fonctionne. Tes clients adhèrent. Oui, ça fonctionne bien. Projet, c'est en train de se développer très fortement. Tu fais du sur-mesure? Alors, c'est du sur-mesure, D'accord. forcément. C'est que du sur-mesure. C'est intéressant parce que déjà, ça fait progresser les agences qu'on accompagne. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en plus, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un accompagnement de l'OPCO, dans certains cas. Donc, il y a des clients qu'on a accompagnés pour qui ça n'a coûté que 0 €. Ah oui. Donc, c'est assez intéressant. Parce Bien que sûr. vraiment, alors, c'est pas de profiter d'un système, c'est que ça permet d'accompagner des agences qui sont en difficulté, qui n'ont donc pas la trésorerie pour prendre un coaching, mais on les aide, on les accompagne, et ça permet de se développer à moindre frais. D'accord. Alors, maintenant que tu as un recul sur un certain nombre d'années sur l'évolution de cet outil digital qu'est Recruitimo, est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes sur des parcours de clients, de candidats qui ont utilisé Recruitimo? Est-ce que tu en as en tête deux, par exemple? Alors, moi, je me rappelle toujours, mais ça fait longtemps, hein, dans les premières années de Recruitimo, on a un candidat qui nous appelle, donc qui nous dit, écoutez, voilà, je voulais vous remercier. Bon, comment se fait-ce? Il dit, c'est simple, moi ça fait plusieurs mois que je suis sur des plateformes digitales d'emploi généralistes, j'ai toujours pas un entretien. Il me dit, j'ai mis mon CV sur Recruitimo, 1 heure après, je signais mon premier CDI. Ah oui. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, c'est assez valorisant. Donc on était très contents effectivement de ça. Et puis, il y a une autre anecdote qui est très drôle, mais qui relativise en tout cas notre position, c'est qu'on va rencontrer un client quelques mois après qu'il signe chez Recruitimo pour faire un point de suivi, donc peut-être 2-3 mois après. On arrive dans son agence, une jolie agence dans le 95, et ce monsieur nous dit, alors on lui pose la question, alors comment ça va avec Recruitimo? Il dit, écoutez, Recruitimo, c'est extraordinaire. Bon, on est très content, parce que la plupart du temps, quand un client vous appelle, c'est qu'il n'est pas content. Mais donc là, il nous dit, je suis très très content. Alors, je dis, bon, super, donc la question suivante, c'est, vous avez effectué combien de recrutements? Il dit, 0. Voilà, je me dis, oulala, j'ai mal saisi l'ironie. Je dis, mais attendez, je comprends pas, vous me dites que ça marche bien, mais 0. Il me dit, oui, c'est génial, parce qu'en fait, depuis que j'ai Recruitimo, je reçois régulièrement des gens en entretien, et en fait, mes équipes, voyant ça, se sont remises au travail. Donc ils rebossent, donc ils ont fait du chiffre. Il a fidélisé ses équipes. Donc en fait, il n'a pas fidélisé. Enfin oui, d'une manière, en tout cas, il a fidélisé. Les a boostés. En fait, il les a boostés parce qu'en fait, il me dit maintenant, et c'est aussi ce que j'avais constaté à l'époque, c'est qu'en fait, quand on est à l'aise en recrutement, on devient très à l'aise dans son management et on ne subit plus ses collaborateurs. On décide comment ça fonctionne et les collaborateurs qui veulent pas fonctionner comme on l'a décidé, la porte est ouverte et on sait que derrière, on recrutera.
Donc, c'est pas un problème. Et en fait, c'est ça le constat, notamment de Recruitimo, c'est de dire ce monsieur trouve ça génial parce que grâce à ça, il s'est renforcé sur son management. Oui, je comprends très bien. C'est quand même un sujet dans les agences et ça, je pense que tu en as pris la mesure, moi aussi. Tu développes cet outil digital, donc maintenant tu es, on va dire, à la tête d'une start-up. Oui, qui après, tu as fait 8 ans, donc on n'appelle plus vraiment ça une start-up, plus ça, c'est une entreprise. Exactement. Est-ce que l'immobilier te manque, Antoine ? Alors l'immobilier, en fait, déjà fait partie de ma vie, parce que Recruitimo, c'est l'immobilier, donc on a un pied, voire 2 pieds systématiquement dans l'immobilier, et puis je veux dire, mon écosystème, mon environnement aujourd'hui baigne dans l'immobilier. Mais effectivement, ça me manque un peu, donc j'ai repris une carte d'indépendant. Alors, pas pour faire beaucoup de ventes, parce que ça, c'est pas l'objectif, évidemment, mais j'ai quelques amis qui régulièrement me disent « Mais tu veux pas vendre notre appartement ?» Parce que en fait, ils me posent des questions. Donc, je réponds, ils me disent « Tu veux pas vendre mon appartement ?» Donc, je dis « Ok, je prends une carte. » Et puis, de temps en temps, quand j'ai quelqu'un qui me sollicite, évidemment, je vais faire une vente. Mais j'avoue que je reprends un peu de plaisir parce que revoir des acquéreurs, revoir des vendeurs, c'est assez sympa. L'adrénaline. Il y a l'adrénaline, il y a le contact client qui n'est pas le même parce qu'aujourd'hui, chez Recruitimo, on fait du contact B2B. Donc, Absolument. on s'adresse à des professionnels, là, on s'adresse à nouveau des particuliers. Alors, je ne dis pas que je referai mon métier, mais de temps en temps, comme ça, je trouve ça assez sympa. Des petites ventes de confort, on va dire. Des petites ventes de confort, mais c'est le relationnel client que je trouve le plus sympa. D'accord. Et je te remercie pour toutes ces réponses, ces éclairages. Je te souhaite un énorme succès. Mais avant de terminer cet entretien, je vais te poser une dernière question. Antoine, si tu étais une pièce dans un appartement, laquelle serais-tu et pourquoi ? C'est une bonne question. Je crois que je serais le séjour. Le séjour ? Ouais, parce que c'est la pièce de vie où tout le monde se retrouve. C'est celle dans laquelle je me sens le mieux en général. Avec une cheminée ? Si possible, oui. Je te remercie Antoine, plein de succès pour Recruitimo et à bientôt sur les réseaux. À bientôt.